Alors, on avait une question d'un de nos adhérents qui voudrait votre avis sur 1789 parce que, d'après lui, 1789 est devenu un peu le bouc émissaire de tous les patriotes et il vous demande s'il n'est pas réducteur de considérer Du- 1789 comme la cause de tous les Alors, maux. déjà d'une partie des patriotes, Oui. déjà et d'une. Deuxièmement, d'une partie de gens qui se disent patriotes et qui pour beaucoup d'ailleurs ne le sont pas. Parce que, un jour c'est ce que j'ai dit à quelqu'un qui était au salon de Radio Courtoisie, où on voit de superbes spécimens de gens qui se disent patriotes. J'ai dit, vous savez, chez les peuples bien éduqués, on ne criminalise pas sa propre histoire. Moi j'ai vécu dans suffisamment de peuples. Hein, chez les Khmers ça se fait pas, chez les Russes ça se fait pas, en Afrique ça se fait pas, en Amérique latine ça se fait pas. Faites ça chez les Américains, vous allez voir. En Amérique du Nord, on va vous renvoyer à votre caractère d'étranger assez vite. Il n'y a qu'en France qu'on fait ça. Enfin, j'ai jamais vu autre chose. Donc, le gros problème, c'est que 1789, on a deux choix. Soit on en fait une cassure, et donc on peut la charger. Ça, c'est le cas d'une partie d'école que j'ose à peine appeler historique, parce qu'en réalité, c'est une école idéologique. Soit on le voit historiquement. Le premier qui l'a fait avec brio, c'est Tocqueville, l'Ancien Régime et la Révolution. Premièrement, il y a des tas de phénomènes qui seront dangereux pour la France, qui commencent bien avant. Je vais vous donner un exemple. Le libéralisme, lui, naît à partir des guerres de religion. 1789 n'est pas la cause. Hein. Le phénomène est antérieur. Le capitalisme. Le capitalisme naît entre le XIIe et le XIVe siècle par le désenclavement des différentes économies de petits marchés. C'est Braudel qui le démontre. Et à partir de l'arrivée massive d'or des Amériques, vous avez une disparition du patrimoine familial pour entrer vers une logique de capital. Dans le prochain Perspective Libre, qui sera sur les questions du libéralisme, qui sortira entre mi-novembre et début décembre, on parlera de ça, justement. Donc c'est 1492, hein. Donc c'est bien avant. Ensuite, il y a des pays qui sont totalement décadents et qui n'ont aucune tradition révolutionnaire. Typique, les pays nordiques, totalement décadents. Atlantistes, libéraux, européistes, genderisés à un point que faudra 20 ans à la France pour en arriver là. Et il n'y a pas de Maximilov, Robensteinsky, que je sache. Nous, on a Maximilien Robespierre. Mais il n'y a pas de figure révolutionnaire dans ces peuples-là. Regardez les pays qui n'ont pas vécu, qu'adorait le conservatisme. Tiens, on va prendre deux contre-exemples. Le conservatisme de Burke et le romantisme allemand qui se fait contre le rationalisme français, dont le triomphe aurait été 1789. Est-ce que l'Allemagne est moins décadente que nous? Elle est plus décadente que nous. Est-ce que l'Angleterre est moins décadente que nous? À peine. À peine. Désolé. Le gros problème, c'est que l'avantage de charger 1789, c'est que premièrement, ça fait des boucs émissaires, donc ça évite de penser, dans des camps qui n'aiment pas la notion de travail, je peux tout à fait l'entendre. Ensuite, ça permet, c'est une variante du le roi est mal conseillé. C'est-à-dire qu'on déporte la responsabilité de la monarchie française dans son propre déclin. Le déclin, il est toujours endogène dans une structure. Il est aussi acté il n'est pas acté de l'extérieur, mais il est précipité de l'extérieur. Mais si on peut défoncer ta porte, c'est parce que le bois est pourri. Tu comprends ce que je veux dire? Bon. Et en réalité, 1789, c'est ça. Après, parce que, je ne veux pas être méchant, mais l'homme le plus influent à Paris pendant 1789, c'est qui? C'est le duc d'Orléans. De très loin. Il a des hommes, il a des armes. Est-ce que ça va changer quelque chose? Il va précipiter la mort d'un cousin qui lui est inutile. Ok. Le problème, c'est que
il faut arriver à vouloir. Pour que les plaies guérissent, il faut le vouloir. Si vous arrêtez pas de réouvrir des plaies que vous avez déjà grattées, ça guérira jamais. Nous sommes d'accord. Donc voilà. C'est une querelle interne à un pays dominé. C'est une querelle interne à un pays dominé, surtout que je ne veux pas être méchant. On me dit, c'est dû aux encyclopédistes et aux Lumières. Oui, mais est-ce que les Lumières françaises ont gagné la guerre idéologique? Non. C'est les Lumières écossaises qui ont gagné la guerre. Pourquoi? Parce que la logique des idées, c'est la logique des puissances. Or, c'est la puissance anglo-saxonne. Et les idées qui l'ont guidée, Hume, Smith, Bentham. Voilà, si vous voulez, à un moment, il faut arrêter premièrement, de surestimer la place de 1789 aux yeux du monde, et deuxièmement, il faut vouloir pardonner à un pays jeune, la France était la Chine de l'Europe, à un pays jeune d'avoir des débordements par rapport à des structures sociales qui n'arrivaient pas à évoluer. Et qui n'arrivaient pas à évoluer parce que la royauté a fait le choix de la bourgeoisie. Et bien la bourgeoisie a fini par imposer sa manière de voir et de penser. Comme disait Pierre Desproges, il y avait 4 pelés, 3 tondus à la Bastille le jour où les bourgeois l'ont pris, ils ne l'ont jamais rendu. Bon. Alors après, il y a eu des soubresauts de pensée républicaine forte, ce qui est le cas de 1793, qui ont été mal jugés par l'histoire. Mais mieux valait la pensée. Moi, à titre personnel, j'ai plus de tendresse pour 1793 que pour 1789. Parce que je préfère la pensée républicaine à la pensée libérale bourgeoise. Mais voilà. Le gros problème, c'est que, si vous voulez, objectivement, de faire ce procès parce que c'est une dynamique popperienne, vous savez, la société ouverte et ses ennemis, donc on va aller plus loin dans l'histoire pour incriminer des gens. C'est une logique de flicage. C'est une mentale de petit flic. On dit oui, mais Marx revendiquait de Robespierre. L'une des sources de la pensée de Marx, c'est ce que c'est. C'est le communisme primaire des forêts germaniques. Il l'écrit lui-même. Donc ça n'a rien à voir avec Robespierre. Je l'apprends peut-être à Philippe Nemo et à d'autres dégénérés du même type. Mais le problème, il est là, si vous voulez. C'est que vous avez des gens qui surestiment la Révolution française. La Révolution française fait partie de notre histoire. Nous ne sommes pas le seul peuple à avoir tué un roi. Dois-je vous rappeler ce qui est arrivé à Jacques Ier, roi d'Angleterre, qui lui a été décapité à la hache sur ordre du Lord Protecteur Cromwell. Bon, l'Angleterre s'en est très bien remis. La monarchie a repris ses quartiers. Voilà. Le gros problème, c'est que, et ça je terminerai là-dessus, c'est qu'une partie des gens aiment la monarchie, ce que Jaurès appelait le charme séculaire de la monarchie, ça nous en avons déjà parlé, vous et moi. Parce qu'ils prêtent à la monarchie des traits qu'elle n'avait pas. Le mot absolutisme a été mis par l'Académie française en 1790 ou 1792, je ne me rappelle plus. C'est une création pour déjuger le pouvoir royal. Le pouvoir royal était un pouvoir encadré. Le problème, c'est que la majesté du roi fait qu'aujourd'hui, certaines personnes aimeraient avoir un roi absolu tel que les ennemis de la royauté l'ont rêvé. C'est-à-dire un roi omnipotent, omnipuissant. Ça n'a jamais eu lieu dans l'histoire de France. Navré. Voilà. Et surtout, plus vous aurez une vision cohérente et forte de votre histoire, plus vous vous identifierez au meilleur de vous-même, comme disait Brodel. Après, vous pouvez avoir une vision surfragmentée si ça vous chante. C'est ce que fait les droitards, comme une partie de la gauche d'ailleurs, depuis 2 siècles. Regardez où ça nous a mené. Brillant résultat. Une question économie soumise par l'un de nos adhérents. Partagez-vous les inquiétudes de Pierre Jovanovic sur la cashless society, c'est-à-dire la disparition de l'argent liquide? Oui. Oui, parce qu'à un moment, une partie de mon équipe le partage cette crainte, une autre partie moins. Moi, je me situe dans une position un peu d'équilibre. C'est que je pense qu'ils ne pourront pas arriver jusqu'au bout. Pour une raison. Le monde financier vit en partie du retraitement de l'argent criminel.
lisez les ouvrages de Jean-François Guéraud, Le nouveau capitalisme criminel. Je vous le dis tout de suite, vous ne sortirez pas de ce livre-là indemne. Ça fait mal, hein, à voir. Et pour ça, ils auront besoin de l'argent liquide. Ils n'iront pas jusqu'au bout. Mais ils vont encadrer le cash, oui. Ça, j'en suis sûr. Mais bon, vous savez, c'est là où on voit qu'on n'est pas gouverné par des gens très intelligents. Si ils voulaient contrôler totalement les mouvements de fond, à leur place, je laisserais une échappatoire. Parce qu'un système surverrouillé devient vite une cocotte minute. Ils l'apprendront assez rapidement maintenant. Commençons la partie internationale par l'intervention russe, les premiers bombardements russes en Syrie. Est-ce qu'on assiste enfin à une lutte efficace? Alors, il y a l'aspect, certains disent l'aspect civilisationnel contre le I. Évitons ce type de... La Russie défend son allié syrien, mais en réalité, pour une raison, c'est qu'une large part de la campagne de Syrie est faite contre elle. Revenons un peu en arrière. Pourquoi les Anglais, vu qu'a priori c'est parti d'une idée des Anglais, en tout cas c'est la thèse de Roland Dumas, veulent à tout prix se faire Bachar? Pourquoi? La Syrie est un état autarcique qui s'en sort pas si mal, que Bachar el-Assad avait commencé, après une période de latence qu'on a pris pour du libéralisme, le fameux printemps de Damas, après la mort de son père. Je rappelle qu'il n'aurait jamais dû régner, hein, Bachar. Ça devait être son frère qui est mort dans un accident, et lui, le petit ophtalmo londonien, est revenu gouverner. Il savait pas trop comment s'y prendre. On a pris ça pour du libéralisme alors que c'était de la désorganisation, et on a appelé ça le printemps de Damas. Retour des hommes de son père, serrage de vis, début d'une transition par degrés très bien expliquée par Richard Labévière dans l'ouvrage dont je vous avais parlé, Quand la Syrie s'éveillera. Bon, très bien. Mais pourquoi vouloir l'éliminer? Vouloir éliminer l'Iran, je comprends, c'est une puissance régionale. Mais vouloir éliminer la Syrie, pourquoi faire? Chose simple. Dans la guerre du gaz qui se porte à la Russie, comme vous le savez peut-être, le gaz du Qatar est beaucoup plus facile à extraire que le gaz russe. En tout cas, il peut potentiellement beaucoup moins cher. Pour raccrocher au projet Nabucco, donc ce fameux pipeline qui devait désenserrer l'emprise du gaz russe sur l'Europe, pour raccrocher à ce projet-là, si vous le faisiez partir du Qatar, vous deviez passer par le territoire syrien. Bachar el-Assad a refusé au nom de l'alliance historique entre son pays et la Russie. Je vous rappelle, il y a une très bonne conférence d'ailleurs du cercle Aristote faite par Romain Bessonnet là-dessus. Qu'est-ce que la Russie fait en Syrie? Je ne dirai rien de plus que lui, donc je vous renvoie à aller sur la chaîne du cercle Aristote. Pour aller vite, un tiers du complexe militaro-industriel syrien est russe. Plus Tartous, mais Tartous, il n'y a pas que Tartous. Il y a des tas de choses qui sont administrées par la Russie en Syrie. Plus l'objectif stratégique de la Russie, qui est l'accès aux mers chaudes. Donc il a fallu frapper Bachar. Et évidemment, le Qatar a été le premier, parce que lui, ce projet est une certaine rentabilité pour lui. Mais le Qatar a mis les premiers fonds nécessaires. L'Arabie Saoudite est venue après, et les Turcs après. Donc, si vous voulez, à la base, ça vise la Russie. C'est une guerre entre grandes puissances, ce qui se joue en Syrie. C'est pas du tout la guerre des Occidentaux contre Bachar. Premièrement, elle aurait déjà été gagnée depuis longtemps, parce que la Russie n'a pas cette puissance. La Syrie n'a pas cette puissance, pardon. Et deuxièmement, pourquoi cette obsession? Malheureusement, je pense que deux puissances ont pris la relève du Qatar. Les Saoudiens et malheureusement Israël. Netanyahou, je
pense que Netanyahou joue une politique beaucoup trop agressive par rapport, d'ailleurs, le ministre Lieberman avait tenté de lui faire comprendre, ce qui explique d'ailleurs son limogeage, enfin son limogeage, non, sa non-reconduction. Donc Benjamin Netanyahou est aujourd'hui Premier ministre et ministre des Affaires étrangères à la fois. Ce qui explique l'agressivité dont il a fait preuve, selon la presse russe, quand il était à Moscou récemment, pour demander à la Russie d'arrêter son soutien à Bachar. Et je pense qu'il affaiblit réellement les positions de son pays en faisant ce qu'il fait. Mais ça, bon, peu importe. Les Saoudiens, eux, se faire un régime baassiste ennemi, alaouite de surcroît, ne se refusent pas. Quant aux Turcs, détruire une terre de repli qui peut servir aux Kurdes, et surtout, n'oubliez pas que dans les différentes géopolitiques d'Erdogan, vu que la géopolitique pan-turquiste est pour l'instant en échec, l'intrusion de la Russie dans le Caucase et en Asie centrale pour l'instant ne porte pas ses fruits, et bien la Turquie, comme elle ne peut pas jouer la Turquie européenne comme deuxième carte, elle joue la Turquie musulmane et élimine le régime laïque mécréant, mais en réalité elle élimine un ennemi stratégique. Erdogan, quoi qu'il en pense, est prisonnier des cadres de la Turquie kémaliste, quoi qu'il en pense. Le problème, et c'est là où ça va être folklore, c'est qu'une part des ethnies qui sont présentes en Turquie sont les cousines directes des Alaouites. Vous vous expliquez mieux maintenant pourquoi Erdogan est en train d'avoir de gros problèmes internes. Je vous l'ai dit, il y a 3 ans, c'était le maître du monde. Il va droit dans le mur. Mais voilà, je pense malheureusement que comme les États-Unis sont en campagne électorale, le lobby saoudien qui est extrêmement puissant, et malheureusement les PAC, pareil, par manque d'intelligence et d'analyse, je le pense, et ça c'est Obama a plié face à Hillary Clinton, certainement. Parce qu'au début, les premiers communiqués du Pentagone disaient le soutien aux frappes russes. Ça a changé dans la journée. Bon. Alors que sinon, il n'y aura pas, l'État islamique ne reculera pas. Le problème, c'est que l'État islamique a été encouragé et souhaité. Les documents de la DIA, dernière née en date des agences de renseignement américains, renseignement militaire, voilà, disait qu'il fallait unifier toutes les résistances à Bachar. Ensuite, la Fédération de Russie, par la voix de les représentants du Conseil de la Fédération, Chambre haute, ont donné le mandat à l'unanimité à l'armée russe. Bon. L'armée russe écrasera tous les ennemis de la Syrie. Le front Al-Nosra, l'armée syrienne libre, Daesh. Le front Al-Nosra. Pour les parts du front Al-Nosra qui ne sont pas encore dans Daesh. Quant à l'armée syrienne libre, qui est a priori la force majoritaire en termes de nombre d'hommes, c'est comme Fédéral Réserve, c'est comme Réserve fédérale américaine. 3 mots, 3 mensonges. 84 nationalités au dernier recensement. C'est pas une armée, elle n'est pas libre, elle n'est même pas syrienne. Le gros problème, c'est que là-dedans, Fabius, parce que je pense pas que ce soit Hollande, il est trop limité pour ça. Fabius joue grand, gros et débile. Premièrement, Fabius est un homme malade. Maintenant, vous pourrez témoigner, mon cher Christopher, que ça fait des mois et des années que je vous parle de la maladie de Fabius. Maintenant, tout le monde le sait. Il est malade, sérieusement malade. Le problème, c'est que les rumeurs les plus folles circulent. Même un crétin qui, certainement pour m'affoler, m'a dit Taubira serait sur les hanches. Non. Est-ce qu'on pourrait fermer le Quai d'Orsay jusqu'en 2017 ? Mais donc voilà, Fabius joue un jeu qui est hallucinant. Parce qu'il se met en suragressivité alors que, premièrement, il y a un fait très simple pour évaluer le soutien populaire au régime de Bachar.
Est-ce que Bachar a joué Daesh contre Al-Nosra? Oui, c'est vrai. Pourquoi? Parce que, à mon avis, la stratégie des autorités syriennes a été de vouloir faire voir aux Occidentaux, voilà le visage de vos monstres. Donc ils ont frappé les éléments centristes, ou disons les moins radicaux, et les moins nombreux, il faut quand même le dire, de l'opposition à Bachar. Pour que les radicaux fassent voir leur véritable visage. Pardonnez-moi de dire ça, mais le FLN n'a pas fait mieux quand il a éliminé les hommes de Messalia pendant la guerre d'Algérie. Et au passage, quand l'OAS a tué tous les membres du parti des libéraux algériens. Pourquoi? Pour faire voir les radicaux. Et ben, manque de peau, c'est qu'on fait voir les radicaux, à la fin, il n'y a plus qu'eux. Et ouais. C'est pour ça qu'il ne faut pas négocier avec Daesh, ce qui est inutile. Pourquoi faire? C'est que je pense que soit, il y a deux options, soit on le reconnaît comme État islamique, et là on donne toute cette zone à ces barbares, soit, et ça veut dire quand même quelque chose en termes de droit international de terrible, ça veut dire de reconnaître une armée d'occupation, en partie largement étrangère, qu'elle ait réussi à créer un État en occupant une partie de la Syrie. Soit, eh bien, qu'on le veuille ou pas, la légitimité du pouvoir syrien, qui est incarnée par l'armée syrienne. L'armée syrienne, elle a un truc simple. C'est une armée professionnelle, l'armée syrienne? Non, c'est une armée de conscrits. Donc c'est une armée populaire. C'est suffisant, à mes yeux, pour évaluer le soutien au régime de Bachar. Ensuite, est-ce qu'il devra partir? Est-ce que ça se fera par une transition? Ça appartient aux Syriens. Que l'Occident apprenne enfin où est sa place. C'est ça qui se joue en Syrie. Et si nous n'y prenons pas garde, l'embrasement régional peut être assez près maintenant. La seule chose, c'est que les fauteurs de guerre, qui sont la plupart des puissances occidentales, et surtout les puissances du Golfe, doivent être mis en dehors de cette situation, ou du moins doivent savoir que quelqu'un pourra les écarter. Je pense que l'engagement de la Russie est surtout un message adressé à ces puissances-là. Vous avez évoqué l'Arabie Saoudite tout à l'heure. Justement, que pensez-vous de l'avenir de l'alliance de l'Arabie Saoudite avec les États-Unis? Alors, contrairement à ce que beaucoup croient, mais ça on reviendra en détail là-dessus à mon avis plus tard, l'Arabie Saoudite, j'en ai parlé lors de notre dernier entretien sur que penser du roi Salman. L'Arabie Saoudite n'est pas un dominion américain. Allez, si vous voulez comprendre un peu le monde, exactement ce que je vous dis sur l'Union Européenne. Avec l'Arabie Saoudite, c'est encore pire. L'Union Européenne génère de l'américanité. C'est-à-dire, Juncker n'est pas le caniche d'Obama. Juncker veut être plus que le caniche. Il veut être le chien d'attaque s'il le pouvait. La récompense d'un esclave, c'est un surcroît de servitude. Or, l'Arabie Saoudite tient une partie des États-Unis par le Congrès. Je vous rappelle qu'il n'y a plus de limite, et ça c'est la faute de la Cour suprême, à l'argent que vous pouvez mettre dans une campagne électorale américaine. Ça, c'est dû à une interprétation extensive et délirante du premier amendement. Droit total d'expression. Si vous avez un droit total d'expression, vous pouvez, faire connaître votre opinion par la voie d'un parti politique, et donc comme on ne peut pas limiter votre liberté d'expression, on ne peut pas limiter les moyens que vous y mettez. Résultat, l'Amérique appartient aux riches. Donc le vrai problème, il est là. Donc si vous voulez, l'Arabie Saoudite a très vite compris. Et au fur et à mesure que l'Amérique a pourri, les Saouds en ont profité. Et aujourd'hui, ils ont quand même une partie de l'élite américaine dans leurs mains, et particulièrement, ce qui est horrible quand on connaît le CV de grand soldat du personnage, mais ça se voit avec McCain, une pure créature du Golfe, effrayant. Et le problème, c'est que c'est une relation symbiotique malsaine. C'est-à-dire, c'est une ancienne relation de domination américaine
qui a pourri vers le fait d'être parasité par les Saoudiens. C'est-à-dire de présenter un parasite, comme certains animaux le présentent. Donc voilà. Il faut bien comprendre que l'Amérique a comme objectif stratégique de s'écarter du pétrole saoudien depuis au moins le plan Chénet de 2001. Au moins. Ensuite, ça se voit par la diplomatie très fine de l'Arabie saoudite. Cette alliance avec les Russes pour faire baisser, pour flinguer une partie du pétrole de schiste américain. Ce qui est en partie une erreur, parce que les Saouds ont mésestimé les avancées techniques en termes de fracturation hydraulique. Mais ça a quand même fait mal. Donc l'Arabie saoudite veut faire durer cette dépendance, à la fois au pétrole et à l'argent. Je veux dire pourquoi. Parce que l'Amérique n'arrive pas à réformer son rythme de vie. Elle a besoin de un peu moins des 2/3 du pétrole produit par jour au monde. Elle pensait pouvoir utiliser de nouvelles zones, comme le pétrole du golfe de Guinée. Mais de toute évidence, elle n'est pas arrivée à se défaire de l'emprise saoudienne. Vous me direz, l'Amérique est si forte, elle pourrait les menacer. Parfois, elle le fait. Le problème, c'est que les campagnes électorales, ça coûte cher. Et l'émir, c'est avoir des amis, qui ont des amis, qui sont émirs aussi, et qui ont de l'argent. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est qu'on ne peut pas menacer un pays qui abuse du fait d'avoir le Hadj sur son sol. Car théoriquement, la protection du Hadj est une obligation pour tous les musulmans. Or, l'Arabie saoudite, ce ne sont pas... Il y a eu des plans pour donner le Hadj à différentes puissances musulmanes par un phénomène de board qui était assez... Enfin, de board pour les fruits pécuniers du Hadj, quant à la possibilité de faire du Hadj une sorte de faire en sorte que le Hadj, lui, soit... Enfin, la zone du Hadj soit la zone du Hadj, pardonnez-moi. La Mecque et Médine, enfin, les lieux saints, soit zone internationale et administrée par un board de pays musulmans, et que le reste soit l'objet d'un accord de Latran entre l'Italie fasciste et le Vatican, comme quoi le Vatican ne possède plus, non une partie de l'Italie comme c'était le cas avant, les États pontificaux, mais la cité du Vatican, et que l'Arabie saoudite renonçait, sur le même principe, à la possession des lieux saints, contre une indemnisation bien sûr. Ces projets-là n'ont pas pu être mis à terme, mais je sais que certains pays y ont lourdement pensé, je pense au Maroc particulièrement, et même encore du temps d'Hassan II. Mais il faut, à un moment, ce couple infernal devra être stoppé, d'une manière ou d'une autre. Mais l'Amérique essaye de s'en dépatouiller, elle n'y arrive pas de toute évidence pour l'instant, mais le problème c'est que l'Amérique, là encore, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le déclin c'est endogène. L'Amérique est face à son propre déclin, et au déclin de ses valeurs. Tant que l'Amérique sera camée à l'argent et au pétrole, elle sera dans la main de ces gens-là. On parle maintenant du Japon, où une loi a été adoptée pour autoriser les interventions militaires à l'étranger, ce qui a suscité un vif débat au Parlement du pays. Est-ce que vous avez un commentaire à faire sur cette... Très court, vous avez dit que de toute façon, l'armée japonaise est l'une des armées qui est la mieux équipée d'un point de vue budgétaire au monde, une des marines de guerre qui sera certainement l'une des plus puissantes, donc pourquoi pas ? Enfin, moi je suis désolé, je ne vois pas pourquoi maintenir, alors qu'on fait des ponts d'or à l'Allemagne qui quand même a infiniment plus de morts sur la conscience, je ne vois pas pourquoi on devrait demander au Japon, surtout ça ne peut, les Américains sont obligés de laisser les Japonais faire. Par rapport à la Chine. Tout à fait. Et d'ailleurs, si Pékin ne voulait pas faire autant peur, parce qu'il y a une part de brutalité dans la diplomatie chinoise, ce n'est pas leur manquer de respect que de dire ça, elle essaierait de détacher, de rassurer le Japon et la Corée du Sud. De toute évidence, elle n'entend pas le faire. Mais à la fin, je vous l'ai dit, ça se terminera par un modus vivendi.
c'est pas des peuples décadents, ils n'ont pas fait l'Union européenne. Donc voilà, le Japon en a tout à fait le droit, c'est d'ailleurs en accord avec ses capacités de projection. Point. Et là, ça se voit que le traumatisme qu'on a infligé à ce peuple, rappelez-vous, les assassinats de ministres traîtres par de jeunes étudiants nationalistes dans les années 70, qui montaient sur les plateaux télé, ça arrivait, il y a eu Mishima, dont tout le monde se rappelle, mais il y a eu un des ministres qui avait été tué par un jeune étudiant nationaliste qui était monté, un jeune étudiant patriote qui était monté sur un plateau télé avec un katana qui lui avait enfoncé dans le bide. Pourquoi ? Parce qu'il prêchait un pacifisme, vu ce que le Japon a subi, parce que je me demande si c'est pas d'ailleurs, si c'est MacArthur, je ne me rappelle plus, qui avait dit le lendemain de Nagasaki, qui est un haut officiel américain, qui a dit maintenant on est des salopards. Parce que c'était premièrement injustifié, parce que le Japon avait demandé la reddition avant. C'était de tester des armes sur des populations civiles. D'impressionner les Russes. Uniquement pour ça. Et surtout de viser des objectifs non militaires. Donc si vous voulez, c'est le calvaire du peuple japonais a suffisamment duré, merci. Et même, et là pour cela jouer totalement honnêtement, la Chine sait très bien que ce n'est pas tant une menace pour elle. Quand il fallait faire une alliance de revers avec le Japon après le divorce sino-soviétique, les visites d'officiels japonais au mémorial des martyrs n'enrageaient pas Pékin à ce moment-là. Donc Pékin s'enrage quand elle l'entend bien. Vous vouliez nous dire un mot et revenir sur l'encycle Laudato Si ? Alors, Laudato Si, loué sois-tu. Alors, il y a une œuvre doctrinale qui doit être soulignée du pape actuel. Il est allé... Alors, c'est pas la première fois qu'un pape s'attaque à l'argent. Léon XIII l'avait déjà fait. La doctrine sociale de l'Église est assez claire, mais elle est particulièrement brutale, affirmée de manière brutale. C'est pas un jugement de valeur, hein, c'est les points sur les i, les barres au t, dans Laudato Si. Et elle fait encore un point plus loin dans son paragraphe 193. Elle fait une référence directe à la notion de décroissance. Ce que très peu de gens ont dit. Et ça, je pense qu'on reparlera en détail en termes de questions intellectuelles dans le prochain entretien de la notion de décroissance, parce qu'il y a des choses intéressantes à savoir. Mais là, le pape va encore plus loin. Ensuite, il s'attaque au fumier du diable, ce qui est une expression des pères de l'Église sur l'argent. Il l'a fait dans son grand discours d'Amérique latine, discours de la Paz, je crois, cet été. Pourquoi ? Parce que il s'oriente vers une variante non marxiste de la théologie de la libération. Mais il ne fait que rappeler des choses. Ne rappeler que le règne de l'argent n'est pas compatible avec le règne du Christ. Et que deuxièmement, que l'Église a une définition tout à fait particulière de la destination des biens. Le droit de propriété tel que nous l'avons pris, qui est un droit de propriété surlibéral en France, qui a été codifié qui a été repris par le Code civil, n'est pas du tout la vision qu'en a l'Église. Les biens, dans la doctrine catholique, si j'ai à peu près tout compris, mais sinon un théologien me corrigera, les biens doivent être orientés par rapport à leur fonction et à leur but. La propriété est un fait social, mais doit avoir des buts collectifs. Ça ne veut pas dire collectiviser la propriété, mais ça veut dire que les biens doivent être utilisés, disons, pour avoir le maximum d'utilité sociale. C'est un peu le parallèle d'ailleurs avec les hommes, avec l'école du rôle social. Le rôle social de l'officier, le rôle social de l'ingénieur, qui a été très présent dans le catholicisme du XIXe siècle. De la fin du XIXe siècle. On se rappelle du maréchal Lyautey, entre autres, le rôle social de l'officier. Il rappelle ça, mais va jusqu'à la décroissance, pour les pays du Nord uniquement, ce qui d'un côté est normal, vu que c'est les pays qui sont allés le plus loin dans l'accumulation.
Donc d'un côté, si vous voulez, là il y a vraiment le pape redevient ce qu'avait été un peu Jean-Paul II, mais à la marge, parce que Jean-Paul II est un homme de la guerre froide. Et si vous étiez, et ça a été le problème de beaucoup de catholiques, parce que si on taisait une partie une partie de la doctrine pendant la guerre froide pour ne pas faire le jeu de l'Union soviétique. Et d'ailleurs, on a embourgeoisé le catholicisme comme jamais, ce qui explique d'ailleurs une partie de son déclin. Et d'un côté, je pense que c'est un texte que c'est un texte vraiment politique, c'est un texte fort, date aussi, et surtout, ça prouve une chose, c'est que il y a aujourd'hui une place, on y reviendra en rubrique culture, mais il y a une place pour un dialogue avec une intelligentsia catholique réformée. Pas réformée au sens protestant du terme, mais réformée par rapport à ce qu'elle a été pendant toutes les années 80. Mais ça, on y reviendra. Donc c'est vraiment une encyclique à lire, et elle fait ce pas. Je ne sais pas si le Saint-Père l'entendait par... si le Saint-Père entendait faire une vraie révolution en mettant la décroissance là-dedans, je ne pense pas. Sinon, les services de communication du Vatican l'auraient certainement plus souligné. Mais, et surtout, autant il décentre les objectifs de l'Église en parlant d'une Église pauvre pour les pauvres, autant il le présente pour les peuples du Nord. Parce que c'est sur eux qu'il entend faire peser le poids de l'effort. Mais au moins, je ne dis pas que ça va faire une évolution en termes d'histoire des idées, vu que je vous dis, c'est pas la première fois que l'Église prend ce genre de position. Mais ça mérite d'être souligné. Un mot sur la Grèce, à présent avec la réélection de Tsipras. Notre feuilleton qui revient à chaque épisode. Ouais. Tsipras. D'après ce que nous savons, donc, ils l'ont menacé pendant plus d'une dizaine d'heures. Maintenant, on le sait. Et puis, il a tourné kazakh. Et en réalité, c'est quoi le problème de Tsipras? Et là encore, ayez de bonnes sources d'informations. Le traître Tsipras, parce que maintenant, et ça, Bastille République Nation, qui est lancé autour de rupture, ils avaient titré dès le début l'inévitable renoncement. Moi, je vous l'ai dit, Tsipras, on avait fait toute une vidéo là-dessus. Tsipras m'a jamais éveillé aucune confiance, ce qui n'est pas le cas de Varro. Je pense que je maintiens la vie sur Varro. Mais Tsipras est ce qu'il a toujours été. C'est vraiment une saloperie. Mais si on voit les résultats électoraux, on dit oh, il l'a quand même emporté. Oui, enfin, c'est surtout l'abstention qui a augmenté de 10 points, dans un pays où, je rappelle, le vote est obligatoire. Donc, théoriquement, un pays dans lequel le vote est obligatoire, si vous n'allez pas voter, vous avez une amende. Donc, ceux qui ont tenu leur parole vis-à-vis du peuple ont été éliminés, c'est-à-dire les dissidents de Syriza. Les traîtres, bon... Il a stagné en termes de score. Il a perdu l'équivalent de 300 000 voix quand même dans ce qui n'est pas un grand pays. Mais en réalité, pourquoi? Parce que le peuple grec est effondré. En termes de psychologie politique, ils les ont brisés. Mais attention, jusqu'à la défaite finale et jusqu'à la mort, un peuple peut se reprendre. Alors on me dit, oui, devrait augmenter de 2%. Je dis, oui. Ah oui. Là où il y a des problèmes avec les immigrés. Le problème, c'est que l'espoir de la Grèce, j'espère que c'est pas doré. Quand même pas déconner. Mais c'est là où on voit ce que c'est l'Allemagne, c'est-à-dire un pays qui est capable d'exporter le nazisme, même dans un pays qui n'en a jamais eu. Non, c'est... Mais de toute façon, le problème grec reviendra de toute façon. C'est l'austérité, ce n'est pas parce que, si vous voulez,
ce n'est pas parce que vous avez crucifié un peuple que vous avez raison. Ce n'est pas parce que voilà, ce n'est pas parce que vous arrivez à faire en sorte qu'on ne s'en évade pas que la maison des fous devient une maison de santé. C'est l'Union européenne, ils peuvent repeindre les barreaux en rose bonbon, ça restera une prison. Le seul problème, c'est que Tsipras, et c'est ce qu'il a opposé à Varoufakis, et ça on peut au moins reconnaître ça à Varoufakis, c'est que Varoufakis a posé dès le début la fin de l'euro comme alternative, et enfin en tout cas la fin de l'euro pour la Grèce. Et Tsipras, dès le début, l'a refusé. C'est pour ça que l'Allemagne a pu lui marcher sur la gueule comme elle l'a fait. Alors que tout était bidon, la menace de les éjecter de l'euro, tout ça c'était bidon. Mais maintenant, nous savons comment ces gens-là fonctionnent et nous saurons très bien comment le faire. Dirigeons-nous maintenant vers l'Amérique du Sud, avec un retour sur l'état actuel du Venezuela. Alors, pourquoi parler du Venezuela maintenant ? Parce que je vois plusieurs signes faibles qui m'inquiètent. Premièrement, certaines autorités espagnoles, y compris le roi, ont fait récemment des déclarations anti-Maduro qui m'apparaissent douteuses. Je sais que le Parlement européen et que l'eurocratie entend faire pression contre le Venezuela. Et surtout qu'une vague de haine sur le président Maduro se pose actuellement sur le problème de Leopoldo López, le chef de l'un des chefs de l'opposition qui vient d'être condamné pour violence de rue, qui est un pur produit de l'oligarchie, petite oligarchie du temps où le Venezuela était un pays comme l'Occident les aime, c'est-à-dire un pays avec 95% de population vivant sous le seuil de pauvreté et 5% de très riches. Alors monsieur a un CV, monsieur est descendant du premier président du Venezuela, et son grand tonton éloigné n'était rien d'autre que Simon Bolivar himself. Grand homme Simon Bolivar, le problème n'est pas là, mais monsieur ne se mouchait pas du coude. Et le grand souci, c'est que, bien sûr, il a fait les grandes universités américaines, il a fait une école d'art, enfin une école d'art dramatique, je crois, dans l'Ohio, dans laquelle il a croisé plusieurs jeunes gens qui sont devenus, au miracle, des agents de communication de l'État américain, et particulièrement du Parti républicain, et que tout le monde entend sauver le petit. Je ne dis pas que le président Maduro, comme le président Chavez avant lui, n'a pas fait certaines erreurs. Je dis juste que quand on donne accès à une augmentation du niveau de vie, à une population aussi pauvre que l'était celle du Venezuela, il est normal que ça ne se fasse pas, surtout sur un temps aussi court, que ça ne se fasse pas sans heurts. Particulièrement d'un pays où, il est vrai, l'outil industriel n'a pas été modernisé et qu'on a trop fait confiance au pétrole. Ça, c'est vrai. Et aujourd'hui, le Venezuela souffre énormément. Néanmoins, de dire... Désolé, le Venezuela, je crois que c'est 18 à 20 millions d'habitants. Peut-être un peu plus, d'ailleurs. Peut-être plus. Mais je sais qu'il y avait entre 5 et 7 millions au moins de gens derrière le cercueil de Chavez. Donc, si vous voulez, la manière dont les Européens, derrière leurs maîtres américains, traitent ce pays m'inquiète énormément. Parce que personne n'a dit que c'était la panacée, ce que faisait Maduro. D'ailleurs, il n'a pas ni le charisme de Chavez, il n'en a peut-être pas le savoir-faire non plus. Néanmoins, et on dit c'est l'un des pays les plus dangereux du monde, c'est vrai, mais la culture des gangs n'est pas une culture latino-américaine. C'est une culture américaine qui est arrivée dans le Sud. Ensuite, premier point. Deuxième point, énormément des pics de criminalité sont dans les États. Je rappelle que le Venezuela a des subdivisions administratives, c'est pas du tout un État sur-jacobin, qui sont tenus par l'opposition. Et dernier point, que c'est vrai,
que la criminalité par le narcotrafic, etc., devient endémique. Mais par contre, que le problème, c'est que l'Amérique se croit autorisée à viser ces pays comme la Bolivie ou comme le Venezuela en leur retirant la certification lutte anti-drogue, alors que la drogue, et ça je vous renvoie à un très bel ouvrage, vraiment, la vidéo va sortir dans pas longtemps, d'un homme que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, qui est un mec extraordinaire, un vrai spécialiste de l'Amérique latine, qui est Thierry Noël. Je vous renvoie à son ouvrage Pablo Escobar, qui est sorti aux éditions Vendémiaire. Et là vous verrez que l'Amérique joue un jeu dont elle n'a pas à être fière avec le trafic de drogue. Réellement pas. Avant de terminer sur la partie culture et initiative, attardons-nous un peu sur Corbyn, qui est chez nos voisins anglais, qui est le nouveau leader de la gauche travailliste. Peut-être, juste avant de terminer sur l'Angleterre, j'aurais peut-être un mot à dire par rapport au Maghreb. Parce que ça me revient comme ça, je me permets de rajouter ça en cours de route, très rapidement, parce que c'est très important. On a deux problèmes, un problème au Maroc et un problème en Algérie. Le problème au Maroc, bon, il y a eu des élections, les islamistes vont partager le pouvoir avec la monarchie, c'était déjà le cas avant. Ceux qu'on appelle les islamistes au Maroc sont des gens un tout petit peu particuliers. Ils sont encadrés par le fait monarchique. Et destituer le roi, j'y crois pas. Pas en l'état actuel. Certes, il est tout à fait... peut-être que certains Marocains aimeraient que Hassan III grandisse plus vite. Mais ça appartient aux Marocains. Ce qui est plus problématique, c'est ce qui s'est passé avec le journaliste Éric Laurent. Éric Laurent a une histoire avec le Maroc. Il avait écrit Le Roi Prédateur, avec une jeune femme dont je ne me rappelle pas le nom et vous m'en excuserez. Je l'espère en tout cas. Et d'ailleurs, le professeur Jean-Claude Martinez lui avait répondu par un ouvrage qui s'appelle Le Roi Stabilisateur. Et ça, je le sais d'autant plus, vu que je suis remercié dans cet ouvrage pour la relecture. Pour une raison qui est simple, pas du tout pour me mêler des affaires du Maroc, loin de là, d'ailleurs, j'ai fait ça totalement à titre gratuit, mais pour que les droits de l'homiste français ne touchent pas au Maroc. J'estime que Caroline Forest et Bernard Lévy ont fait assez de conneries comme ça. Donc, ils ne s'approchent pas du Maroc. Pourquoi ? Parce que le Maroc a un développement atlantique. Comme je vous l'ai déjà dit, c'est pas tout à fait la zone de puissance du Maroc n'est pas du tout l'espace maghrébo-machréquien. Il y a un développement atlantique. Le Grand Maroc, c'est aller jusqu'à Tombouctou, faut pas l'oublier historiquement. Et si le Maroc est foutu en l'air, c'est toute cette zone-là qui peut partir. Or, face à l'islam radical, les imams marocains ont prouvé leur efficacité. Par exemple. Pas uniquement, mais par exemple. Donc voilà, je pense que il ne faut pas trop toucher à la monarchie. Ce qui ne veut pas dire que tout ce qu'il y avait dans le bouquin d'Éric Laurent était faux. Ça, c'est pas vrai. Éric Laurent est un grand journaliste. Est-ce qu'il a fait une connerie ou pas ? Est-ce qu'il a été piégé ou pas ? Ça, on n'en saura rien, on verra ça devant les tribunaux. Néanmoins, ça ne jette pas l'opprobre sur toute l'œuvre de cet homme, particulièrement son ouvrage sur la délocalisation. Et certainement que la monarchie voulait lui faire payer quelque chose, ça c'est sûr. Ensuite, s'il a fait une connerie, il mérite d'être puni, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais néanmoins, c'est un journaliste... ça a été un très grand journaliste. Et je vois pas... il doit être puni s'il a fait quelque chose. Sinon, il faudra quand même ne jamais oublier que ça a été un grand journaliste d'investigation. Ça, c'est sur le dossier marocain. Donc, le Maroc connaît des soubresauts, mais bon, il faut que ça tienne. Et ça tient pour l'instant. Ensuite, attention, quand je dis il faut que ça tienne, c'est aux Marocains de décider. Mais pas aux droits de l'homiste français. Quand vous dites il faut que ça tienne, vous parlez uniquement dans l'intérêt du Maroc en tant qu'observateur ou vous pensez également à l'intérêt de la France ? Je pense toujours à l'intérêt de la France, quel que soit le dossier. Ensuite, l'intérêt de la France, ce n'est pas de dicter aux Marocains ce qu'ils ont à faire. Je pense qu'une bonne partie des Marocains, du moins d'après les contacts que j'ai quand j'y vais, ne sont pas mécontents de la monarchie, ils aimeraient que certaines choses dans leur quotidien changent. Et ça, c'est une pierre dans le jardin du roi, et c'est au roi d'y réfléchir.
Ensuite, on ne peut pas dire que Mohamed VI... Alors, on peut regretter une partie de son entourage, certainement. Mais ça, c'est aux Marocains de le regretter. Moi, je n'ai aucune légitimité pour regretter ça. La seule chose, c'est je ne veux pas, par contre, je veux que les affaires marocaines soient traitées par des Marocains. Donc ils n'ont pas à écouter la France, ils doivent s'écouter eux-mêmes. Par contre, ils n'ont pas non plus à écouter les droits de l'homiste français. Moi, c'est avant tout à ces gens-là que je m'adresse. C'est-à-dire, Caroline Fourest, passe ton chemin. Vous avez assez de sang sur les mains. Toute votre fine équipe, vous avez fait perdre 15 ans de développement à la Tunisie, vous avez failli foutre l'Égypte en l'air, vous avez massacré la Libye. Ça va. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Ça, c'est sûr. Enfin, j'espère en tout cas. Ou du moins que quelqu'un les arrêtera. Il a un problème plus problématique qui est le problème algérien. Là encore, c'est aux Algériens de gérer le truc. Moi, je sais qu'ils ont raison. Particulièrement frileux quand on veut s'occuper de leurs affaires. Mais là, par contre, c'est aussi un problème pour nous qui en sommes les voisins. C'est-à-dire qu'un jour, ça peut nous arriver sur la gueule. Le général Toufik, enfin, de son surnom Toufik, a été remplacé à la tête de l'ancienne sécurité militaire, à la demande d'Abdelaziz Bouteflika. Il faut savoir que l'Algérie, c'est un triangle institutionnel entre l'armée, l'ancienne sécurité militaire, je crois qu'il s'appelle DRS maintenant, mais c'est à vérifier, et le FLN. Le grand problème, c'est que tant que Abdelaziz Bouteflika... Il y a une modernisation de l'Algérie qui est en cours. Il y a eu beaucoup de dossiers faits par l'Africasie, etc. Moi, j'ai confiance dans les Algériens. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'il y a un jeu qui commence à se jouer brutalement entre une partie du FLN et de la sécurité militaire, parce qu'à chaque fois que ce triangle institutionnel commence à être déséquilibré en faveur d'une partie, il y a des frictions. Et la dernière fois qu'il y a eu de vraies frictions, ça s'est appelé le GIA. Guerre civile, 200 000 morts. Ça rappelle quelque chose à quelqu'un ? Bon. Or, 93% des exportations, si on en croit le fisc algérien, enfin l'équivalent du trésor algérien, pardon. Si on en croit le trésor algérien, 93% des exportations de l'Algérie, c'est le pétrole. Or, les cours du pétrole ne remonteront pas avant 6 mois. A priori. Donc l'automne sera chaud en Algérie. Si, particulièrement en Kabylie, on peut le regretter. Et le problème, c'est que derrière Abdelaziz Bouteflika, il y a la main de son frère, de Saïd Bouteflika, et que si une puissance extérieure voulait déstabiliser l'Algérie, ce qui serait la pire des catastrophes, la sécurité de tout le bassin sud de l'Europe est tenue par 3 pays aujourd'hui, et par 3 hommes. Enfin, c'est très dur de dire qui gouverne réellement l'Algérie. Donc, disons par l'Algérie, par le maréchal al-Sisi et par Idriss Déby. Si un des 3 ou ces 3 hommes sont liquidés, là on va avoir un vrai problème parce que c'est l'équivalent d'un territoire plus grand que l'Europe occidentale qu'on va devoir tenir avec 2000 à 3000 militaires français. Donc, moi ma peur, c'est... les Algériens sont maîtres chez eux, c'est à eux de régler cette affaire entre eux. Moi ce que j'ai peur, c'est la déstabilisation de l'Algérie. Et je pense que c'est un dossier que nous devrions tous suivre en tant que nationaux français. Pour au moins savoir. Et vous vouliez qu'on termine sur Corbyn. Alors, Corbyn. Sympathique Corbyn. Il vient d'être élu à la... Alors, on va élargir le dossier Corbyn, parce que, donc, il a été élu à la tête du Labour. Monsieur Cameron, qui, entre 2 parties de sexe endiablé avec un corps de cochon mort, non, franchement, l'élite occidentale est quand même dégénérée, quoi qu'on en pense, merde. Bah si, un de ses anciens condisciples dans une grande fac britannique a publié un bouquin en disant qu'il avait toujours le nez dans la chenouf et qu'un jour il avait tellement chenouffé qu'il s'est fait faire une fellation de force par le corps d'un cochon mort. Bon, mais non, franchement. Enfin bon, moi mes amis au Parti conservateur britannique m'ont toujours dit que Cameron était une saloperie. Maintenant, on en a la certitude. Mais le brave Corbyn, c'est un militant historique du Labour. Et le Labour se relève enfin
de sa période qui a commencé en 1994 et qui est due à Anthony Blair. Toutes ces conneries sur la troisième voie social-démocrate, et qui a foutu le Royaume-Uni dans le mur, hein, et qui a mené le Labour jusqu'à sa terrible défaite de 2015. Défaite sur ses terres. Défaite sur ses terres. Parce que, quelles sont les faiblesses d'un parti comme le Labour ? En 1973, le Labour était contre l'Union européenne, lors de l'entrée de la Grande-Bretagne. Corbyn, excusez-moi, parce que Corvin, c'est le nom d'un politicien polonais, absolument dantesque au Parlement européen. Mais Corbyn avait voté contre, d'ailleurs. C'est un militant historique. Or, le grand problème, c'est que l'européisme a permis à la fois l'émergence d'un parti comme le UKIP, ça, parce que, il ne faut pas oublier une chose, les hommes de Margaret Thatcher étaient des européistes, à la base. Et que il y a eu une partie du camp conservateur britannique qui s'est mis vent debout quand ils ont compris ce que c'était l'Union européenne. Alors que le Labour, lui, avait un rapport sain à ça. Et qui a été annihilé par le disciple de Thatcher, qui était Anthony Blair. D'ailleurs, un disciple quasiment adoubé par Thatcher. En tout cas par Thatcher telle qu'elle a quitté par Thatcher. Disons par une partie des proches de Thatcher, pas par Thatcher elle-même. Parce qu'on aimait ce jeune homme dans le vent, etc., libéral comme il faut, etc., qui a plombé son pays comme c'est pas permis. Mais bon. Or, le grand problème, c'est que l'échec du Labour se fait face au UKIP sur la question européenne, mais également sur la question écossaise. Parce que derrière le référendum écossais, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a une haine des legs du thatcherisme. Il y a un sentiment communautaire fort en Écosse. Fort et relativement égalitaire, qui n'a pas supporté la libéralisation parce que une partie de la base industrielle britannique, elle est où ? Vers Édimbourg. Et dans ces villes aujourd'hui, je vous invite à y faire un tour. Vous verrez peut-être une partie de notre futur. Et c'est ça qui explique. Ça et une autre chose. Ce que l'Allemagne a fait, a réveillé une partie de la gauche britannique, et je pense pour le meilleur. Je prends cet article, je me permets, parce que je vais vous en lire un tout petit passage, d'Owen Jones. Je l'ai trouvé sur un site, très très bon site, d'une partie des intellectuels du monde diplomatique qui s'appelle Mémoire des luttes, que je vous conseille à plus d'un titre. Je vais vous citer une partie de cette gauche pensante britannique, bon, qui est très anti-UKIP, parce qu'ils pensent que Nigel Farage n'est pas quelqu'un de bien. Je pense qu'ils ne connaissent pas assez bien le personnage. Mais bon, ça c'est moi que ça regarde. Tout ce que l'UE a de bien est en recul, tout ce qu'elle a de mauvais prolifère. Georges Monbiot. Toute ma vie, j'ai été européenne. Kathleen Moran, critique de télévision et chroniqueuse au Times. Mais en voyant comment l'Allemagne traite la Grèce, je trouve l'Europe de plus en plus détestable. Nick Cohen, critique de télévision, chroniqueur avec Observer au Spectateur. L'UE est décrite à juste titre comme une institution cruelle, fanatique et stupide. Comment la gauche peut-elle soutenir ce qui est en train de se passer ? Susan Moore, journaliste notamment au Daily Mail, au Guardian et à The Independent. L'Union européenne pas en mon nom. Voici de hauts responsables du Parti travailliste de Westminster ou à Holyrood. Holyrood, c'est le Parlement écossais. Vous dites en privé qu'il s'oriente vers la sortie de l'UE. Corbyn est d'ailleurs très mesuré sur l'UE. Dit ah oui, le Labour allait faire campagne pour le maintien au référendum. Moi, je me tâte. C'est pour ça d'ailleurs qu'une partie des jeunes loups aux dents longues ont refusé d'entrer dans la nouvelle direction du Labour, parce qu'ils ont peur de lui. Et s'il trahissait la cause européenne ? N'oubliez pas en plus que c'est quelqu'un qui a demandé toute sa vie la sortie de la Grande-Bretagne de l'OTAN. Et je pense que s'il a un problème politique dans les mois à venir, c'est sur cette question-là que ça va se jouer. Mais je ne dis pas que le personnage est sympathique, je ne suis pas anglais. Mais je vois que de plus en plus l'Angleterre s'est remise à penser.
Et vous savez, nous en reparlerons, à mon avis, le mois prochain, peut-être à l'entretien de Noël. Je vous avais déjà parlé de ce super petit ouvrage, Il était une fois l'économie. À lire, hein, c'est comme le Juvin, c'est obligatoire ça. Voyez l'histoire du Crédit social britannique. Quand l'Angleterre se met à penser, elle est très non conformiste. Ce qui est normal pour un pays où l'excentricité est une qualité. Pour vous faire rire, il y avait un théoricien, je ne me rappelle plus lequel, du socialisme britannique, qui arrivait avec des lignes, avec des compagnies de clowns dans les usines, parce que pour lui, le rire était l'essence du socialisme. Le comique était l'essence du socialisme. Et l'excentricité étant, en Angleterre, quelque chose de permis, quand ils sont non conformistes, ils le sont réellement. Il y a une New Left britannique qui commence à penser, dont Corbyn est issu, contre l'UE. De l'autre côté, vous avez Bland, David Bland, on va en parler pour la revue Limite Culture, il y a des alternatives au libéralisme qui sont en train d'être pensées jusqu'en Angleterre par un ancien conseiller de Cameron. Il a écrit quelque chose qui s'appelle les Red Tories, ce sont les élèves actuels de Chesterton, du grand écrivain Chesterton, c'est-à-dire ce sont ces chrétiens britanniques qui essayent de repenser une alternative distributive et conservatrice au libéralisme. C'est-à-dire que l'Angleterre s'est remis à penser ce qu'on appelle le blue socialisme, ce qu'on appelle ça vient de la radicale orthodoxie, de tous ces courants-là, par exemple en France, on a, par l'intermédiaire de quelqu'un de très bien, qui est un de mes camarades, qui est Olivier Ray, qui est lui un spécialiste d'Ivan Illich, on a tout le courant convivialisme. C'est-à-dire comment repenser une communauté politique. On va en reparler en culture, mais pour vous dire que l'Angleterre bouge. Ça tombe bien, parce qu'on va vraiment avoir besoin d'eux. Allons-y, passons à la partie culture. Alors, culture et initiative. Alors, j'ai deux choses à vous faire voir. Premièrement, parce qu'il va y avoir un débat très brutal sur ce livre. Situation de la France par Pierre Manant. Ça, c'est un ouvrage qui va être complexe à juger. Beaucoup de gens vont dire que Pierre Manant a trahi la cause nationale par ce bouquin. J'entends déjà. Pierre Manant, d'ailleurs, le 16 novembre, il viendra en parler avec nous, Saint Aristote. Pierre Manant est un immense génie. Son ouvrage La raison des nations est un véritable bréviaire patriotique quasiment sans équivalent, en aussi peu de pages. Ça, c'est son ouvrage de l'après-Charlie. Alors, il n'est pas du tout dans le culte charlique, hein, vous savez. Voilà. Qui est passé maintenant, depuis que Charlie s'est un peu moqué des... C'est un peu... Ah oui. Le problème, c'est que Charlie a toujours été un truc antifasciste. D'ailleurs, je vous le dis sincèrement, Christopher. Je pense qu'il ne faut pas accepter les migrants parce que j'ai peur qu'ils fassent le jeu du Front National. Je vous le dis sincèrement. Et pour ne pas faire le jeu du Front National, il ne faut pas les laisser arriver. Donc, vu que maintenant, tu as un corps au pied, ça fait le jeu du Front National. Le grand problème, c'est que c'est un ouvrage brillant, comme toujours chez Manant. C'est peut-être pas son meilleur. Et je pense que ce qui s'est passé en janvier l'a paralysé un peu. Et donc il dit quoi ? Il faut donner aux musulmans leur communautarisme et d'appliquer leurs mœurs, et en échange de leur demander strictement l'observance des lois. Pour sauver les institutions de l'État libéral français. Alors justement, je pense que c'est ça qui est la limite du raisonnement de Manant. Parce que sauver la France et sauver le libéralisme, moi je me suis jamais demandé comment sauver les deux. Sauver le libéralisme m'intéresse très modérément. Je le confesse.
je le confesse, et surtout de dire on va tout vous donner à l'exception de la polygamie quand même. Mais par contre, liberté d'expression et pas de Houmma, et maintenant on dit quoi? On dit parce que l'islam est fort et la nation en France est faible. Ça reste à démontrer. Que les Français n'aient pas un sentiment patriotique de plus en plus fort, ça reste à démontrer. Que l'islam soit si fort que ça reste à démontrer aussi. Et surtout, de se prédisposer soi-même à la faiblesse, c'est appeler la défaite. Et surtout, si on fait ça, ça va montrer à nos compatriotes, ça va les mettre en dehors encore plus du fait national. Et surtout, je vais vous dire comment ça va se terminer. Dans les vagues migratoires qui vont arriver, où il y a quand même de lourdes minorités asiatiques, je vais vous dire comment ça va se terminer. À la fin des années Johnson, aux États-Unis, il y a eu un rattrapage du niveau de vie des Noirs. Aujourd'hui, les Noirs, sur les 4 communautés majoritaires des États-Unis, en termes de revenus per capita par an, le revenu par tête aux États-Unis par an, c'est les Asiatiques d'abord, vu que tout est codifié racialement aux États-Unis. Les Asiatiques, puis les Blancs, puis les Latinos, puis les Noirs. C'est-à-dire que les Latinos et les Asiatiques ont doublé les Noirs. Bon, les Asiatiques, ils sont arrivés peu nombreux et dans des emplois très qualifiés. Mais les Latinos ont doublé les Noirs politiquement, etc. Et les Asiatiques font la même chose en France. Ensuite, il dit une chose très vraie. La laïcité doit s'être... Il faut rappeler... Il dit la laïcité ne peut pas régler seule régler la question de l'islam. C'est en partie vrai. Ça, c'est tout à fait vrai. Mais il dit qu'il ne faut jamais que les musulmans oublient qu'ils sont dans une terre marquée culturellement par le judéo-christianisme. Oui, mais si vous négociez dans la faiblesse, vous allez leur faire comprendre ça comment? Le problème, il est là. Donc si vous voulez, c'est un ouvrage à lire pour s'y confronter, d'un grand auteur, mais je pense d'un homme qui a peur. Et surtout, qui ne se rend pas compte qu'une partie des idées qu'il a professées, parce que c'est quand même l'ancien adjoint de Raymond Aron au Collège de France, nous ont foutu dedans. Parce que sauver le libéralisme, oui, peut-être, pourquoi? C'est juste une question, hein. Pourquoi? Ça, c'est une chose. Très intéressant, ceci. Limite de la génération Pape François, donc... Bon, alors il y a des gens connus là-dedans, pour ceux qui connaissent immédiatement, qui ont connu immédiatement, ou d'autres revues, je pense, une petite revue royaliste, je ne me rappelle plus comment elle s'appelait, c'est très belle d'ailleurs, il y a quelques années. Il y a des gens qui sont connus là-dedans. Van Gaver, Luc Richard, spécialiste de la Chine, ou Fabrice Adjadj. Et c'est monté par Gaultier-Bèze, que vous vous rappelez, l'ouvrage Nos Limites. C'est certainement ce qui est sorti de mieux de la Manif pour tous. C'est-à-dire cette génération de jeunes chrétiens, c'est vraiment très jeune, hein, Gaultier est très jeune, où il y a des intellectuels peut-être moins liés au christianisme pour le coup, comme Olivier quand même, brillantissime, qui essayent de penser une alternative au monde de la marchandise. Et qui reconnaissent l'idée de souveraineté, qui n'arrivent pas encore à la penser. Ça, c'est très clair. Mais c'est là où le débat peut se faire. Parce qu'ils ont raison, il ne faut pas qu'une alternative politique au monde qui est le nôtre. Il faut une alternative... je déteste le mot sociétal. Donc, une alternative communautaire pris dans le sens le plus large. Pas du tout au sens du communautarisme. Mais communautarienne peut-être, que le mot serait plus juste. Disons, refaire société. Et fondamentalement, la logique
la logique libérale et capitaliste est impropre à faire société. Je pense qu'elle l'a démontré. Ensuite, il faut mettre ce débat par rapport à l'État, par rapport à beaucoup de choses. Il y a des tas de choses qu'on a à se dire. Et d'un côté, je pense que de voir ces écoles se créer maintenant, c'est très bien parce qu'on va en avoir besoin de ça aussi. Donc c'est plus une jolie revue, très, très moderne dans sa présentation. Donc non, c'est vraiment une très bonne initiative. Et pour terminer, j'aimerais vous rendre compte d'un point qui est les persécutions judiciaires contre les nôtres. Je remercie ceux qui ont écrit à Marc Leroy. À la plume à gratter. Et j'espère qu'il y en aura d'autres pour aider Marc. Parce que c'est très simple. La répression va être de plus en plus dure. Donc soit vous nous aidez, soit on va crever. Ok ? C'est dit dans le plus joli appareil. Donc c'est le cas de Marc, c'est le cas des décrocheurs autour de Sylvain Baron qui arrivent vers leur procès. Donc dans les deux cas, il faut aider même modestement. Parce que sinon, ils nous feront taire, et puis voilà. Si vous voulez, la normalisation d'Internet, ils n'ont pas besoin de le normaliser techniquement. Ils peuvent le normaliser comme ça, en mettant des équipes de baveux et en liquidant pour nous liquider. Donc maintenant, c'est à vous d'agir. Si vous voulez pas agir, c'est pas grave. Mais alors après, pas de leçon de Cyber Warrior, Dark Vador 93 @, enfin bon, tout ça. D'accord ? Donc je rappelle, les décrocheurs et Marc Leroy, la plume à gratter. Marc Leroy, j'y tiens particulièrement parce qu'en plus c'est l'un des miens. Je remercie ceux qui l'ont fait et je remercie par avance ceux qui le feront. Merci beaucoup. Avant de vous remercier pour cet entretien, je tenais à signaler à nos auditeurs que s'ils désiraient en savoir plus sur un sujet en particulier, que ce soit sur le libéralisme par exemple, sur la géopolitique de la Syrie, etc., ils pouvaient nous faire leurs propositions dans les commentaires de cette vidéo afin que lors du grand entretien suivant, nous puissions leur donner et vous-même leur recommander une liste d'ouvrages à lire sur le sujet pour se familiariser avec un sujet par vidéo, hein, parce que sinon c'est long. Et n'hésitez pas à faire vos propositions. Donc voilà, je vous remercie Pierre Gouléron pour cet entretien. Merci à nos auditeurs. Je vous donne rendez-vous le mois prochain et pour les adhérents, rendez-vous tout de suite pour la question bonus.